Alors, comme prévu dans tout à l'heure, le calcul comme ça de la rentabilité du bien immobilier. Comment est-ce que dans le calcul de la rentabilité va se faire? Il y a deux formules donc pour calculer la rentabilité sur le bien immobilier. La première formule déjà, c'est donc de dire que tout le loyer, tu prends le loyer, tu multiplies par 12 dans le loyer annuel que tu reçois sans les frais annexes et tu divises donc par le prix d'achat du bien immobilier. La réponse donc que tu reçois doit être supérieure ou égale à 3%. J'ai ajouté ici selon la région parce que c'est très important d'ajouter ce point-là. Il y a des régions où, par exemple, le prix du bien immobilier ne va pas avec la location, par exemple. Il y a des appartements ici à Berlin qui ont un prix très élevé et où le loyer, malheureusement, est encore très bas. Donc, pour ce bien immobilier-là, tu ne seras jamais à 3%, tu seras à 2% ou à 2,5%. La question de savoir si ça vaut quand même la peine d'acheter, c'est donc de savoir est-ce que tu as une stratégie derrière, est-ce que tu as une stratégie pour faire sortir, par exemple, le locataire de l'appartement quand tu l'achètes. Si tu vis à Berlin, par exemple, et que tu achètes un appartement, tu vois que la rentabilité est très faible. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander au locataire de sortir parce que tu veux prendre l'appartement pour toi-même à usage personnel. Selon la loi, tu peux le faire sans problème parce que tu as acheté ce bien immobilier-là. Et là, donc, quand le locataire sort, tu dois vivre dans l'appartement juste pour au cas où il arrivait que quelqu'un vérifie pendant 1 ou 2 ou 3 mois. Et là, maintenant, tu ressors maintenant et tu mets l'appartement en location et tu profites et tu mets l'appartement en location au niveau de la ville parce qu'en général, les appartements qui sont loués encore moins cher, ça signifie qu'il s'agit des vieux contrats. Donc, pour rentrer dans la rentabilité va peut-être être de 3% dans certaines villes, dans les appartements que je propose, les biens immobiliers que je te propose pour que tu achètes. En général, la rentabilité est minimum à 3%. On est généralement dans les villes qui ne sont pas très centrales, mais qui sont à côté des grandes villes. On est dans les villes estudiantines, c'est clair. On est dans les villes, par exemple, comme Ludwigshafen, comme par exemple Heidelberg, comme par exemple Wörth. Ce sont les villes où il y a l'université, où il y a une grande ville à côté comme Karlsruhe, mais c'est pas la grande ville directement, parce que la grande ville directement, c'est presque inaccessible aujourd'hui. Et même quand tu arrives à acheter un bien dans une grande ville, tu es dans une rentabilité de 2% ou de 2,5%. C'est bien pour les investisseurs, pour les personnes qui ont vraiment de l'argent parce que la prise en valeur, elle est garantie. Mais pour les personnes africaines comme nous, qui nous lançons encore, qui tâtons encore les terrains, ou alors les personnes que j'accompagne aujourd'hui, qui se lancent, qui tâtent encore le terrain, c'est généralement mieux pour un début de prendre d'abord un bien où tu as quand même une rentabilité de 3%, 3,5%. C'est déjà bon. Tu n'es pas forcément obligé d'être dans la grande ville. Tu peux être dans les périphéries et là, tu ne sors pas beaucoup d'argent de ta poche. La deuxième formule, donc, c'est ce qu'on appelle en allemand Kaufpreisfaktor. Ça veut donc dire, tu te poses la question de savoir, tu as besoin de combien d'années pour payer complètement ton bien immobilier. C'est une question qui me pose aussi très souvent. Quand est-ce que le bien immobilier va t'appartenir complètement? C'est vrai que c'est les 10 premières années qui sont déjà plus importantes en tant qu'investisseur immobilier privé, mais en général, il faut se projeter sur 25 ans. Les partenaires avec lesquels je travaille, l'idée vraiment, c'est qu'après 25 ans, que chacun ait acheté complètement son bien immobilier. Et ceci donc va impliquer une rentabilité donc de 4%, ce qui est assez intéressant. Mais au départ, tu peux être à 3% en fait. Au départ, tu peux être à 3%, mais dans l'optimisation de tes loyers, chaque fois que tu augmentes donc le loyer, tu as la possibilité donc comme ça d'augmenter donc cette rentabilité-là à 4% et de finir comme ça l'achat du bien immobilier après 25 ans. Parce que comme tu l'as bien remarqué ici, la formule dit donc que tu prends le prix d'achat et que tu divises sur le loyer sans les frais annexes. Au départ, le loyer sera en montant X et tu sais que tous les 3 ans, tu peux augmenter le loyer. Donc, au fur et à mesure, quand tu vas augmenter le loyer, ta rentabilité va naturellement augmenter parce que le prix d'achat auquel tu as acheté au départ, il reste le même. Voilà, donc vu que le prix d'achat auquel tu as acheté va donc rester le même, ce qui va donc se passer, c'est que au fil du temps, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est que même quand ils prennent un bien immobilier où la rentabilité est à 3%, ce qu'on va faire, c'est que au fil du temps, on augmente donc le loyer à chaque fois graduellement
pour aller sur 4%, pour aller sur 5%, parce qu'effectivement, quand tu as remarqué dans la formule, c'est dans le prix d'achat divisé par le loyer sans les frais annexes. Donc, chaque fois qu'on augmente le loyer, vu que le prix d'achat ne va plus changer, tu as donc une rentabilité qui est plus importante. Après, quand tu commences donc à faire un cash flow positif, je te conseille donc de remettre dans le surplus que tu as sur le remboursement de ton crédit en fait, et ça permet que tu rembourses donc la maison en 25 ans si c'est vraiment ce que tu souhaites. Mais maintenant, les personnes qui veulent aussi garder le bien pendant 30 ans, pendant 35 ans sans forcément rembourser, vous êtes aussi naturellement libre de le faire. C'est à toi de décider si tu veux que chaque fois que tu as du plus sur ton bien immobilier, tu le remets pour rembourser rapidement ton crédit, ou alors tu le gardes tout simplement. Là, je vais donc prendre un exemple concret par rapport à un de mes appartements. C'est vrai que c'est très différent de ce que je propose en général dans mon réseau. C'est en fait un des derniers appartements que je propose. C'est en fait un des derniers appartements que j'ai acheté, et j'avais même justement fait une vidéo là-dessus où un chasseur de biens m'avait proposé d'acheter ce bien immobilier-là. Donc, du coup, c'est un appartement donc, qui est dans la ville de Brandenburg. C'est pas mon meilleur emplacement. C'est même le pire de mes emplacements, si je peux dire ça comme ça. Mais comme je l'ai acheté à un moment où j'étais pas très flexible, ce n'était pas très loin, je l'ai pris. Mais avec le temps, dans la vidéo que j'ai fait, je peux te mettre encore pour que tu puisses regarder. Tu vas te rendre compte que le chasseur de biens me proposait déjà un prix assez intéressant, quoi. Après juste un an que j'avais acheté ce bien immobilier-là. Et quand tu regardes dedans, j'ai acheté l'appartement. L'appartement était vide, 3 chambres. J'avais la possibilité de faire aussi une location saisonnière là-dessus. Mais je n'ai pas voulu le faire parce qu'avec la période de Covid, c'était quand même assez compliqué. La ville de Magdebourg, elle est estudiantine. C'est la capitale du Sachsen-Anhalt. C'est pas une grande ville, mais c'est quand même la capitale, en fait, de la ville. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je prends quand même, pour le moment, j'ai une rentabilité qui est assez forte. J'ai un cash flow qui est positif. Pourquoi pas? Comme tu peux donc regarder sur les calculs, j'ai donc fait une nouvelle location. Donc, quand j'ai donc mis l'appartement en ligne pour le louer, j'ai pu le louer à 500 euros par mois, qui était déjà très intéressant et un peu supérieur que la valeur sur le marché parce que je venais de rénover l'appartement. Et ça m'a donc donné comme ça une rentabilité de 8%, ce qui est assez intéressant par rapport à mes autres appartements que j'ai achetés, par exemple, à Ludwigshafen, à Rüsselsheim. Là-bas, quand j'ai acheté, j'étais encore dans les 3% comme ça de rentabilité. Mais là-bas, le bien immobilier a pris en valeur assez rapidement, et aujourd'hui, je n'investis plus d'argent pour ces appartements-là. Donc, je ne peux que te conseiller d'investir. Ça va dépendre de ta stratégie. Si tu veux, on peut en discuter. Si tu veux seulement les appartements où la rentabilité est à partir de 4%, de 5%, on peut aussi trouver. Ça va dépendre naturellement de ce que toi, tu veux comme investissement immobilier. Ici, donc, c'est juste une liste des points, des questions que tu dois poser quand tu pars à la visite, donc, sur le bien immobilier. Là, c'est en allemand. Je vais donc te faire un PDF pour ça. Je te mets donc, voilà, dans les fiches des documents pour que tu puisses lire et chaque fois imprimer. Chaque fois que tu pars dans la visite, tu prends ça avec toi tranquillement pour pouvoir poser tes questions sans problème. Voilà, donc là, c'est juste la liste des questions dont tu as besoin quand tu fais la visite sur le bien immobilier. Je vais donc te brosser un peu quelques questions qui peuvent être importantes. Donc, la première question déjà, c'est de savoir, voilà, combien de temps est-ce que le locataire vit dans l'appartement, et s'il veut vivre pendant longtemps. Ça te permet tout simplement de savoir, OK, est-ce que prochainement, il y aura donc changement de locataire pour que tu puisses aussi te préparer par rapport à cela. Si l'appartement est loin de chez toi, il va falloir que tu prennes, je sais pas moi, un, deux rendez-vous pour pouvoir être sur place, pour pouvoir gérer ça. Quelles sont donc les réparations qui ont été faites dans l'appartement? C'est très important de savoir parce qu'il faut que tu te prépares. Si jamais il y a des réparations qui sont imminentes, il y a rien de plus énervant que de prendre un bien immobilier, de se rendre compte qu'OK, il faut encore sortir 5 000 euros, 10 000 euros dans un an, dans 2 mois, dans 3 mois, parce qu'on ne t'est pas préparé. Si tu sais déjà qu'OK, voilà ce qui peut être fait, tu peux te préparer en conséquence déjà si tu achètes ou pas. Et si tu achètes, tu mets dans cet argent de côté. Naturellement, il faut donc regarder les différents protocoles. J'ai parlé donc aussi dans une de mes vidéos où on avait une société qui ne travaillait pas vraiment bien. Les protocoles doivent être faits. La planification aussi sur l'année qui suit. Quand tu prends dans tous ces protocoles-là, ça te permet tout simplement de savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire sur les appartements de l'immeuble. Est-ce que les fenêtres ont été refaites? Ce qui coûte donc cher vraiment sur la maison, c'est généralement la réfection des fenêtres, du toit,
de la façade dont il faut regarder est-ce que ça a été refait, est-ce que ça a été bien fait. Regardez l'état de la salle de bain, regardez les personnes qui vivent aux alentours. Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt chics? Est-ce que ce sont des personnes familiales? Est-ce que ce sont des étudiants? Ce sont des informations que tu peux vraiment avoir seulement quand tu as fait la visite pour ressentir un peu le flair du quartier, si on peut dire ça comme ça. Le compteur électrique, les circuits électriques, est-ce qu'ils sont neufs? Est-ce qu'ils viennent d'être refaits? Est-ce qu'il y a un jardin? Et s'il y a un jardin, est-ce que tu as le droit de l'utiliser? Ou alors, est-ce que tu n'as pas le droit de l'utiliser du tout? Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce qu'il va entrer comme ça dans ton contrat d'achat? Ce sont des informations aussi, naturellement, qui sont importantes. Quels sont le nombre comme ça des autres propriétaires qui sont dans l'appartement? Est-ce qu'ils sont tous des personnes qui utilisent le bien immobilier, donc qui habitent eux-mêmes à l'intérieur? Ou alors est-ce qu'ils louent? Parce qu'effectivement, s'ils sont tous des propriétaires, ils peuvent avoir une autre vision par rapport à toi et ça peut te casser un peu le système. Donc, du coup, c'est souvent bien quand vous êtes en majorité investisseur parce que là, vous êtes en majorité investisseur, vous allez presque avoir le même mindset. Vous allez être focus, en fait, sur le fait que vous voulez gagner de l'argent. Et aussi regarder naturellement la caisse. Comment est-ce que la caisse se présente? Est-ce qu'elle est vide? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent dans les caisses? Est-ce que si jamais il faut réparer quelque chose, est-ce qu'il faut sortir de l'argent dans la poche pour le réparer? Est-ce que tu as aussi un sous-sol? Est-ce qu'il y a une réserve? Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'elle est mouillée? Est-ce que tu vois l'eau quelque part? Parce que voilà, les murs, naturellement, avec la moisissure, n'aiment pas l'eau. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et aussi le toit. Quand est-ce que le toit a été refait? Quel est donc le prix sur la prise en valeur sur la région? Comment est-ce que le loyer augmente dans la région? Ce sont des informations qui sont très importantes et que tu peux regarder à travers donc justement les outils de travaux que je viens de te présenter. Là, tu peux donc voir, OK, est-ce que le loyer augmente dans la région et s'il augmente, il augmente de combien? Ou alors le prix, est-ce que le prix au mètre carré est en train d'évoluer? Est-ce qu'à un moment ça a stagné? Si ça a stagné, pourquoi? Ce sont des informations donc très importantes et utiles pour toi à savoir lors de la visite. Tu peux les poser directement à l'agent immobilier, au courtier immobilier s'il y en a un, ou au propriétaire. Si l'information, il va te la donner. Mais naturellement, toi aussi, c'est ton devoir de vraiment pouvoir regarder ces informations-là à la maison. Voilà, donc maintenant pour revenir maintenant pour revenir donc sur l'appartement en soi, il faut vraiment regarder aussi la part de l'appartement, l'état de l'appartement naturellement, les caractéristiques, est-ce qu'ils répondent donc aux standards actuels? Il y a par exemple le standard énergétique qu'il faut toujours regarder, est-ce qu'il correspond aux standards actuels? Est-ce que l'appartement peut être habité ou alors la maison sans souci? Si tu achètes par exemple un appartement qui est vide ou une maison qui est vide, est-ce que tu peux directement mettre en location ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? J'ai aussi un réseau d'artisans, donc si jamais tu tombes sur un bien immobilier où il y a encore des choses à faire, tu peux me contacter pour que je puisse mettre ces artisans-là à ta disposition au cas où c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a des choses à rénover? Le mur, le sol, la porte, la douche, est-ce que ça doit être refait? Bon, les choses que dans l'appartement, généralement, c'est des choses qui ne vont pas coûter trop cher. Avec, par exemple, pour l'appartement que j'avais pris à Magdebourg, j'avais besoin de 5 000 euros pour rénover ça, environ 80 mètres carrés. J'avais rénové donc le mur, un peu la salle de bain. Le parquet, je l'ai donc mis aussi au sol. Donc sur le mur, j'ai fait la peinture et tout. J'ai bien mis le parquet au sol. J'ai refait un peu la salle de bain parce que voilà, c'était plus trop à mon goût. Et avec 5 000 euros, ça a vraiment suffi. Bon, je n'ai pas mis dans la salle de bain. C'est quand tu mets par exemple les carreaux et tout ça, ça peut encore augmenter la facture. Mais sinon, comme ça, c'était vraiment OK. Qu'est-ce qu'il y a par exemple encore à assainir, comme on a vu précédemment? Est-ce que l'électricité, le circuit électrique, le circuit de chauffage, c'est très important de se rassurer que tout ça soit nickel. Maintenant, donc, juste pour te donner quelques indices, hein, pour que tu aies une idée, chaque fois que tu reçois les documents de l'appartement, en général, quand tu visites une maison ou un appartement, le vendeur va toujours te dire, non, le toit est bien, il y a vraiment rien à refaire là-dessus. Oui, l'électricité, c'est très bien, il n'y a pas de souci et tout le reste. Bon, ça, ce sont juste des chiffres à titre indicatif. Là, c'est vraiment juste des chiffres à titre indicatif. Ce n'est vraiment pas une parole d'évangile. Il y a des toits, ici, par exemple, j'ai mis le toit 40 ans. Il y a des toits qui vont jusqu'à 50 ans, jusqu'à 70 ans même. Ça dépend de comment le toit a été construit, qui l'a construit, mais tous ces chiffres, donc, c'est pour dire en moyenne. Donc, on dit en moyenne 40 ans pour le toit, on dit en moyenne 30 ans pour l'électricité, et ça, je dis aussi beaucoup plus pour les personnes qui se lancent et achètent
des immeubles de rapport. Voilà, pour le moment, les appartements que je conseille au départ, toujours, c'est d'acheter des appartements où il y a une société qui gère donc les appartements parce que là, elle sait au moins ce qu'elle fait et elle vous conseille un peu concernant le toit, la façade, quand est-ce qu'il faut refaire. Le crépissage dans la façade à l'extérieur, généralement, c'est 10-15 ans. Pour toi, si aujourd'hui, si tu as un immeuble de rapport, si tu comptes acheter un immeuble de rapport, il faut savoir que voilà, ça peut être échéant après ce nombre d'années, quoi. Maintenant, la cave, si c'est mouillé, c'est peut-être mieux de laisser tomber parce que après, on n'a pas vraiment envie d'avoir affaire à la moisissure, donc, et tout le reste, ça peut être très embêtant. La fenêtre, justement, Einzelverglasung, parce que jusqu'à présent, le standard actuel, c'est Doppelverglasung, en fait. Donc, si c'est encore Einzelverglasung, c'est que c'est vraiment vieux et il faut donc demander quand est-ce que ça va être refait. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé la traduction en français, donc c'est pour ça que j'ai lu ça en allemand. Maintenant, les conduites d'eau, il faut regarder si ça suinte ou pas. Il faut se rassurer justement que tout est sec, tout est nickel. Bon, en général, s'il y a un locataire dans l'appartement et qui ne se plaint pas, c'est que tout est OK côté conduit d'eau ou alors côté si l'eau coule quelque part, quoi, parce que bon, il y a personne qui va payer un loyer dans un appartement où il y a un conduit d'eau qui coule ou bien il y a l'eau qui sort des murs, je ne sais pas trop quoi. Voilà, pour terminer dans la visite, il faut justement avoir l'esprit d'un visionnaire. Donc, quand tu es là, ce n'est pas pour t'amuser. Il faut regarder les points que tu peux éventuellement influencer, en fait, après que tu auras fait l'achat, après que tu sois propriétaire, en fait. Est-ce que tu as une grande salle de bain qui est spacieuse avec une fenêtre qui donne dehors? Ce sera un point positif pour une personne qui est intéressée, qui veut acheter. Tu vas dire, OK, chaque fois que tu fais ta douche, tu peux ouvrir la fenêtre, ça donne dehors, ça retire la vapeur, ça fait que les murs internes ne peuvent pas facilement être mouillés et ça va réduire donc la possibilité d'avoir donc une moisissure, en fait. Est-ce que tu as un balcon qui donne à une cour intérieure? Parce que là, c'est plus intéressant si, par exemple, on veut faire une grille ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a, par exemple, un appartement qui a un accès, est-ce que l'appartement a un accès pour personnes handicapées? Parce qu'on ne sait jamais si jamais la personne qui vit dans l'appartement est handicapée plus tard, ça pourrait être aussi un problème. Et regardez aussi l'espace entier qu'il y a dans l'appartement. C'est vrai que je n'ai pas noté ici, mais est-ce que c'est encore utilisable en fait? Est-ce qu'on a la possibilité de prendre un appartement, de le diviser en plusieurs appartements? Parce que l'expérience a montré justement que la division des appartements rapporte aussi plus d'argent quand on veut faire par exemple la location saisonnière, la location à court terme. Tu peux prendre un appartement qui est déjà grand au départ et voir si tu peux le diviser après pour mieux rentabiliser ton investissement. Ensuite, donc maintenant, il y a les points qui sont négatifs, mais que tu ne peux pas forcément influencer. On a d'abord vu les points positifs qui vont plutôt jouer en ta faveur en tant qu'investisseur. Mais en tant que les points négatifs, par exemple, ce serait par exemple la cheminée en fait. Bon, il y a des personnes qui aiment la cheminée aujourd'hui parce que c'est romantique dans les maisons parfois, mais il y en a qui vont vouloir, c'est un système qui est un peu obsolète, quoi, qui n'est plus vraiment up-to-date et on a vraiment envie d'avoir le chauffage. Là, par exemple, quand tu as un problème, tu as une société moderne qui peut s'en occuper. L'ancienne technologie, parfois, c'est difficile de trouver encore qui peut t'aider dans les réparations à ce niveau-là. Est-ce que la chambre est justement bien coupée? Est-ce que c'est mal coupé? Est-ce qu'il y a, par exemple, un ascenseur si l'appartement est situé très haut ou alors est-ce que la personne est obligée de prendre les escaliers? Parce que là, tu te rends compte que tu élimines déjà des personnes qui sont, par exemple, vieilles ou alors paresseuses, ne seront pas prêtes à prendre ce type d'appartement-là parce qu'elles n'ont pas envie de monter l'escalier. Ça, c'est clair. Et après aussi, j'ai visité un appartement une fois qui était tellement mal coupé. Bon, ce sont vraiment les appartements de l'Est ici, là, à l'époque, qui étaient construits sur un modèle où, voilà, toute la famille vivait sur 3 générations ensemble. Mais après, la salle de bain était toujours très, très mal placée en face de la cuisine. Il fallait entrer dans la salle de bain pour entrer dans la cuisine. C'était vraiment tout simplement un no-go pour pouvoir faire une acquisition en ce moment-là. Pour terminer, donc, on va parler négociation. Je pense que jusqu'à présent, j'ai fait environ 3 vidéos des négociations sur ma chaîne où je partage les astuces des négociations du prix du bien immobilier. En général, dans le premier aspect, déjà, c'est le plan de l'appartement. Est-ce que le plan de l'appartement est comme ça a été présenté sur l'exposé? Parce que chaque fois que tu trouves un manquement sur l'exposé, tu peux dire au vendeur ou alors au courtier,
tiens, sur l'exposé, tu m'as raconté, voilà, un peu les conneries, c'était pas correct ce que tu as dit. Et là, quand je suis sur place, je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Et est-ce que tu ne peux pas revoir le prix par rapport à cela? Donc, en général, quand même, un vendeur qui est compréhensif va te dire, OK, c'est mon erreur, c'est de ma faute. Je peux te faire un rabais de 5 000 euros, de 2 000 euros. En négociation, il faut pas négliger, hein, même si tu arrives à avoir justement 1 000 euros de réduction, ce n'est pas petit. Parfois, tu peux même encore mesurer l'appartement pour voir s'il correspond vraiment aux dimensions qui ont été écrites sur l'exposé. Si ça ne correspond pas, tu peux donc demander comme ça au vendeur donc de te rembourser ou alors de diminuer le prix de cette partie qui ne correspond pas en fait. Bon, je sais pas pourquoi, mais apparemment ma caméra a rendu l'âme. Voilà, donc ce qui va donc se passer ici, on va donc terminer la saison de négociation. On a donc déjà, comme je disais tout à l'heure, quand tu remesures l'appartement, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui manque, tu peux donc demander au vendeur de réduire donc sur le prix qui a été prévu au départ. Les infrastructures, tu peux regarder, est-ce que la ville est à côté? Est-ce qu'on a un arrêt bus à côté? Est-ce qu'on a, par exemple, la possibilité d'aller au lycée, aller à l'école facilement? Si c'est pas possible, tu peux dire, OK, voilà, je veux habiter avec ma famille et la distance pour aller à l'école pour mon fils ou alors pour aller pour mon travail, ça va être un peu plus long. Est-ce que tu ne peux pas vraiment m'aider par rapport à cela? Ça sont comme ça les astuces de négociation que tu peux utiliser. Utiliser aussi le projet de la ville. Il y a un nouveau projet qui va être fait dans la ville, ça va faire que le vendeur va dire, OK, ton bien immobilier est intéressant. Parce que c'est aussi important de montrer quand même au vendeur qu'on est intéressé pour acheter le bien immobilier. De ne pas seulement lui dire que non, 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 ton bien n'est pas bien, je veux que tu baisses le prix et tout le reste, il y a ceci qui ne passe pas, ceci qui ne passe pas, ceci qui ne correspond pas, en espérant que il te fasse la faveur et qu'il te vende ton bien immobilier. Non. D'un côté, tu lui montres les manquements et de l'autre côté, tu lui montres vraiment que tu es intéressé par le bien et que tu veux vraiment l'acheter en fait. Et que si les conditions sont réunies, naturellement, tu vas te faire plaisir de prendre le bien immobilier parce que même un propriétaire, n'importe qui veut vendre son bien immobilier à quelqu'un qui veut acheter. Chacun veut savoir, OK, mon bien immobilier va être gardé par amour après en fait. Donc du coup, pour qu'on te choisisse, il faut aussi que tu viennes avec une certaine sympathie, que tu sois ouvert, que tu dises que tu veux vraiment le bien immobilier et que voilà et que tu demandes quelle est la réduction qui est possible. En général, 10% de réduction, c'est possible, c'est au cas par cas. Il faut voir, parfois c'est possible, parfois ce n'est pas possible, mais naturellement, on ne perd rien en essayant. Quand tu essayes, donc tu peux avoir une réduction donc sur le prix du bien immobilier sans problème. Voilà, on est comme ça arrivé à la fin donc du module 3. Sur le module 4, on va donc parler comme ça du financement du bien immobilier et aussi des astuces que tu peux avoir besoin quand tu dois signer ton contrat chez le notaire. À tout de suite.